Bonjour les amis, bienvenue ou revenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi parce que j'ai perdu ma voix alors que je revenais d'un mariage en Italie, c'était entre la Suisse et l'Italie dans les montagnes, c'était tellement magnifique, tellement incroyable qu'il a fallu que je sorte mon DJI Avata pour faire quelques prises de vue, c'était vraiment cool et ça vaut la peine d'avoir perdu ma voix pour ça. Durant cette vidéo, je vais te montrer des exemples de photos que j'ai pris avec le X-H2, avec le 18 mm f1.4, le dernier modèle, pour que tu puisses avoir une idée du résultat et des photos que tu peux prendre avec cet appareil. Ça va être une vidéo qui est basée sur ma propre expérience et non pas sur des spécificités techniques que tu peux aller chercher et trouver n'importe où, sur YouTube, sur le site de Fuji, etc. Surtout, ce que je veux te montrer ici, c'est mon expérience, mon ressenti et comment ça se passe si tu veux utiliser cet appareil dans la vraie vie et quoi de mieux qu'un mariage pour des imprévus et pour des situations qui changent tout le temps. La façon dont je vais faire cette vidéo, c'est la première partie, c'est les choses que j'ai aimées, et la deuxième partie, c'est les choses que j'ai aimées un peu moins. La toute première, c'est le VF. Le VF est précis, il est clair et net. Donc quand tu regardes dedans, tu peux voir exactement ce qui est en train de se passer, tu vois ta scène telle qu'elle, et tu peux prendre tes photos sans avoir l'attention sur le fait qu'il y ait un petit retard, ou sur le fait qu'il ne soit pas adapté assez vite, etc. Et ça te permet, surtout dans un mariage, de ne pas rater des moments qui sont, on va dire, non répétables. Voilà, parce qu'il y a des moments dans des mariages où tu peux juste pas les répéter, tu peux pas les reproduire. Voilà, donc le VF est très bon. La résolution des photos, comme tu le sais peut-être déjà, c'est 40 mégapixels. Alors, c'est très bien d'avoir 40 mégapixels lorsque tu veux par exemple faire du rognage, donc cropper, ou tu veux zoomer pour retoucher par exemple un bouton, ou pour des photos de produits, ou des portraits, ou ce genre de choses, ou si tu veux faire des grands posters. Dans ce cas-là, 40 mégapixels, c'est très bien. Il y a quelques côtés négatifs sur le fait d'avoir 40 mégapixels, je te dirais ça dans la section des côtés négatifs. L'obturateur est très silencieux. Et quand je dis très silencieux, je vais te montrer. Donc ça donne ça. C'est très silencieux comparé à mon X-T3 par exemple. Tu peux vraiment voir la différence. Et lorsque tu vas shooter par exemple pendant la cérémonie ou pendant l'apéritif ou pendant que le marié ou la mariée se prépare, je veux dire, la mariée est en train de se préparer, il y a déjà le stress, il y a toute la coiffure, le maquillage, tout ça. Et en plus de ça, tu as le silence et t'entends. Et on parle d'un appareil photo sans miroir. Donc imagine si ce serait un DSLR. Bref, l'obturateur est vraiment génial. La prochaine chose, c'est la prise en main. La prise en main est vraiment bien. Ça te permet de tenir ton appareil sans souci. Et lorsque tu vas faire tes photos, tu sais que tu vas pas laisser tomber en gros. Si tu as des grandes mains aussi, ça te permet de bien le prendre. Moi, j'ai des toutes petites mains. Tu sais que je shoot aussi du Leica M ou du Fuji X100. Donc ça m'est égal si le boîtier est petit et il n'a pas un grand grip. Mais la prise en main de cet appareil, de cette série, est vraiment fait pour les pros, tu le vois, c'est bien pensé. Le suivi des yeux et des sujets est très bon. J'ai dit dans le X-H2S que des fois j'ai raté des photos. Je pense qu'ils ont fait des améliorations au niveau du software parce que là, bon, je ne l'ai pas utilisé pendant le mariage, je t'en dirai plus tout à l'heure, mais lorsque je l'ai utilisé pour faire des photos par exemple de mes enfants ou autres, il a vraiment bien suivi le sujet. Et il continue à le suivre. Donc tu vas pas rater ton focus. D'ailleurs, mon fils, mon propre fils, qui a 4 ans et demi, a fait des photos de moi. Alors, je me suis assuré qu'il le tienne bien, etc. J'étais pas trop loin. Mais il a réussi à faire une photo de moi avec le fond qui est un petit peu flou. Et moi, je suis net. Donc ça te dit que même un enfant de 4 ans pourrait faire une photo avec ce type de suivi. En gros, la vitesse de cette caméra, de cet appareil photo est géniale. Ça fait les photos vite. Tu sens que l'obturateur est rapide. Il n'y a pas de retard dans quoi que ce soit, dans les menus, dans la façon de faire les photos. Même quand tu fais des rafales, ça suit. Il y a un buffer qui continue en fait. Donc tu peux faire autant de rafales que tu veux et il s'arrête jamais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Par exemple, pour ceux qui font de la photo à minimalière ou ceux qui font de la photo de véhicules qui vont vite, c'est tout ça. Cet appareil, vraiment, pour un mariage, par exemple, c'est fantastique. Maintenant, les choses que j'aime un peu moins. Reparlons maintenant des 40 mégapixels. Alors j'ai dit que c'est génial pour certains scénarios et certains cas. Personnellement, je trouve que c'est trop 40 mégapixels. À partir de 18 mégapixels, je pense qu'on est bien. On arrive à 24, 26 comme les XT2, XT3 dans cette série-là. C'était ok, c'était bien. Mais maintenant à 40 mégapixels, si tu compares deux photos l'une à côté de l'autre prises avec cet appareil ou avec un 26 mégapixels ou un 24, tu vas pas remarquer de différence en fait. Après, si tu utilises ces photos beaucoup pour les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et autres,
bah là, la qualité, elle va être démolie. Donc, en fait, ça fait pas de différence. Là, vraiment, la grosse différence que j'ai remarqué, c'est quand je l'ai mis sur Lightroom et que j'ai essayé d'exporter mes photos. Au moment de l'exportation, bah, c'est là que j'ai senti les ventilateurs de mon ordi et le temps que ça a pris. C'était là, en fait, la grosse différence entre 26 et 40. Prochain point, je l'ai déjà mentionné dans ma revue du X-H2S, c'est le fait qu'il y ait un slot pour une carte CF et un slot pour la carte SD. Je suis allé à un mariage, j'avais pas de carte CF, et ben voilà, j'ai dû utiliser une carte SD en espérant, en croisant les doigts, qu'elle va pas me lâcher et que je vais pas perdre les photos. C'est dommage parce que plus de la moitié de mes photos, toutes les photos de groupe, tout ça, ça a été pris avec la focale de 18 mm que j'avais sur le côté. Donc, savoir que tu risques de perdre tes photos, c'est vraiment ennuyeux. Alors maintenant, évidemment, tu peux acheter une carte CF et une carte SD, t'en mets une et une autre et tu les mets en mode backup, puis c'est bon, c'est réglé. Mais si tu vas regarder le prix d'une carte CF comparé à une carte SD, c'est un petit peu embêtant parce que je suis obligé d'acheter une carte qui est super performante et qui coûte très cher parce que autrement, je ne peux pas sauvegarder mes photos. Donc je pense qu'il devrait prendre un peu la route ou la voie que Sony a pris. C'est d'ailleurs ce que j'utilise maintenant, où tu peux soit utiliser une carte CF Express ou une carte SD. Et tu as le choix de mettre ou l'une ou l'autre. Donc voilà, ça reste un côté négatif pour moi qui, si je devais l'utiliser que pour des mariages, bah je ne l'achèterais pas, rien que pour ça. La roue PASM ou SPAM, comme moi j'aime l'appeler, c'est la fameuse roue que les utilisateurs de Canon, Sony, Nikon aiment. Et c'est là où en fait on peut se mettre en mode manuel, ouverture, priorité, etc. Dans la série XT ou X Pro, ben, on fait ces réglages-là nous-mêmes. Donc on change temps d'expo, ouverture, ISO. C'est nous-mêmes qui faisons ces choses avec des petites roulettes. Là, c'est un peu plus, on va dire, dans l'ordi. À la fin, c'est la même chose, dans le sens que c'est tout un ordi qui fait que tu tournes une roulette ou que tu tournes une molette ou que tu ailles dans un menu. Mais personnellement, ça, c'est quelque chose qui, moi, me confond beaucoup. C'est pour ça que je suis passé de Canon à Fuji originellement. Et c'est pour ça que je n'achèterai pas cet appareil parce qu'il y a cette roue et cette façon de faire. Maintenant, c'est bien. Si tu es quelqu'un qui utilise Canon ou Nikon ou Sony, ça va te permettre de préférer ce système-là avec des menus que tu reconnais. D'ailleurs, je parlais avec quelqu'un qui utilise Canon l'autre jour et il m'a dit, voilà, bah ça c'est quelque chose qui moi m'intéresse parce qu'il y a ça. Je te parlais tout à l'heure du suivi, donc de l'œil ou de la personne, des objets. Le seul problème, c'est qu'utiliser ça pendant un mariage, ben, des fois, tu en as plusieurs qui apparaissent et si tu veux prendre une photo avec la mise au point sur quelqu'un de particulier, bah là, des fois, ça met la mise au point sur quelqu'un d'autre où l'appareil pense qu'un coussin, par exemple, c'est un visage. Tu vois, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive aussi avec mon Sony. C'est pas quelque chose qui est juste chez Fuji. Donc moi, j'aime faire ma mise au point de façon old school, je dirais. Donc je mets au point au centre de ma photo et ensuite je recadre. Et pour toutes mes photos de mariage, je les ai faites comme ça. Le jour d'après, j'ai fait les photos de mes enfants et autres. Là, j'ai mis le tracking et c'était très très pratique. Et ça marchait très bien. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. J'ai essayé de faire cette vidéo un peu plus de façon organique et moins orientée sur spécificité, le poids, la taille, tu vois. C'est un peu plus quelque chose de mon ressenti personnel, mon retour d'expérience basé sur un mariage en Italie. Et s'il y a des questions que j'ai pas répondu, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Comme je t'ai dit, je vais faire la revue de ce 18-120 prochainement sur cette chaîne. Je vais dire ce que j'en pense. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Continue à faire des belles photos, continue à sourire et à tout bientôt. Ciao!